Décodeur. Décodeur. Sur DH Radio. Éric Lenoir. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce numéro spécial de Décodeur en ce mercredi 30 avril. Spécial parce que nous allons consacrer ce Décodeur à un champion d'exception, champion sportif également, mais champion tout court, champion humain on peut dire, parce que c'était aussi un être humain extraordinaire. Ayrton Senna nous a quittés il y a 20 ans, c'était le 1er mai 1994, lors de son accident au Grand Prix de Saint-Marin. Pour parler de ce champion d'exception, Olivier De Wilde est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste moteur. Et puis Pierre Van Vliet, qu'on ne présente plus. Pierre, bonsoir. Merci d'être avec nous sur DH Radio. Vous êtes là en tant que spécialiste Formule 1, bien entendu, mais aussi parce que vous connaissiez Ayrton Senna. Vous aviez des liens plutôt proches avec lui. Oui, enfin, se dire proche, c'est pas toujours, c'est parfois un peu prétentieux, parce que Ayrton était quelqu'un d'assez timide quelque part, d'assez réservé. Mais bon, il se fait que je parle portugais, que j'ai connu Ayrton bien avant qu'il soit un pilote de F1 dans les catégories inférieures, et ça a donc créé des liens un peu privilégiés. Alors Ayrton Senna, pour rappel, c'est 3 titres de champion du monde, c'est 41 grands prix gagnés, 65 pole positions. Au niveau sportif, c'était déjà un pilote d'exception. Tout à fait. D'ailleurs, certains de ces records, vous venez parler des pole positions, sont toujours d'actualité. Donc, il détient toujours ce record-là. Également, 6 victoires à Monaco. Ça reste le prince de Monaco également. Donc, effectivement, sur le cours de laps de temps, on espère il aurait pu viser d'autres titres mondiaux, bien sûr. Mais donc, sur le peu de grands prix, entre guillemets, qu'il a disputé, il a effectivement un palmarès assez éloquent en très peu d'années, finalement. Au niveau sportif, qu'est-ce qui en faisait un pilote et un champion d'exception? C'était un champion dans le sens, il avait du panache. Il n'y a que la victoire qui lui importait. Il était dans la performance pure et il y mettait vraiment toute la détermination possible. Il n'y a que ça qui l'intéressait. Il était vraiment très très concentré sur la performance et il allait la chercher. Il allait vraiment tirer toujours la quintessence de la voiture. L'exercice des qualifications, comme dit Olivier, le record des pole positions qui tient toujours. Mais c'était vraiment là qu'il était dans son élément. 1 minute 30 pour tout lâcher à l'époque des moteurs turbo qui étaient complètement sauvage. Il y avait 1500 chevaux et il arrivait à maîtriser, à dompter sa machine comme très peu de pilotes en étaient capables. À une époque aussi où les règlements, c'était des vraies pole positions. Les 65 d'Ayrton, ces dernières années, on a vu des règlements qui ont évolué et il y a eu des pôles qui n'en étaient pas vraiment. On jouait avec les poids et il y avait de la stratégie dans certaines pôles. Donc, oui, d'autant plus de mérite. On ne peut pas comparer les époques. C'est vrai que c'est un peu oui, voilà, c'est ce que je voulais aussi aborder avec vous. C'est qu'on était dans un autre monde de la F1 que celui actuel. Absolument, parce que voilà, il y avait d'abord pour la performance, il y avait beaucoup moins d'outils informatiques comme on en a aujourd'hui. L'électronique était balbutiante, elle n'existait quasiment pas. Donc la sensibilité technique des pilotes était très importante aussi. Et c'est en ça qu'Ayrton avait d'abord un intérêt énorme pour la technique, pour le comportement de la voiture. Et il avait aussi cette qualité qu'il était capable de retranscrire le comportement de la voiture et de l'améliorer en établissant le bon dialogue avec les ingénieurs, les techniciens qui l'entouraient. C'était le tout début, je pense, d'ailleurs, notamment le traction control. On sait qu'à l'époque où Ayrton a eu donc ses 3 titres pour McLaren et Williams en 92-93 a commencé à dominer avec Mansell et Prost parce qu'ils avaient des voitures et ils avaient un pas en avant au niveau de la technologie et de ce traction control, justement. Ils avaient la suspension active. La suspension active, voilà, et la voiture était plus évoluée. C'est pour ça qu'Ayrton, à un moment, a senti qu'il a voulu changer de camp. Et juste quand il a changé de camp, on ne sait pas si c'était un coup de son ami Balestre ou pas, mais ils ont changé la réglementation et ils ont justement interdit ces suspensions actives et ce traction control. Et donc, c'était le début. Et le début de saison 94, on sentait, et on le voit très bien dans le film Senna. C'était un magnifique film qu'on vu, qui est sorti en 2011, je pense, pour lequel Pierre a collaboré. Et on voit cette tension et le fait qu'il sentait qu'il n'avait plus la meilleure auto. Il y avait même des suspicions sur le fait déjà à l'époque que Benetton utilisait toujours ces artifices électroniques interdits. Et quand on sait ce qui s'est passé après, quelques années plus tard, avec Briatore et tout ça, on peut le croire. Il n'y a jamais eu de preuve, il n'y a pas eu de déclassement, mais il demandait à ce qu'on porte plainte et l'équipe Williams, en son temps, avait refusé. Et moi, j'ai un souvenir très précis de ça, c'est au Grand Prix du Pacifique à Aida, le dernier Grand Prix avant Imola, où il est pris dans un carambolage au départ, Ayrton, et il revient à pied. Et moi, je vais à sa rencontre parce que je me doutais qu'il n'allait pas être facile à interviewer une fois qu'il rentrait dans le paddock parce qu'il était en colère. Et il me prend à témoin. On était à l'époque
épingle à Aida, qui est un petit circuit dans les montagnes du Japon, et il me prend un témoin en disant écoute la Benetton de Schumacher, regarde, il a le traction control, il a le contrôle de motricité. C'est interdit, je vais chez Williams, je vais porter plainte. Il est parti à la direction de course tout de suite pour s'en plaindre, mais c'est vrai que Williams n'a pas voulu abonder dans ce sens. Et il y avait une frustration chez Ayrton, effectivement, de se battre à armes inégales avec Schumacher à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y avait des rivalités à ce moment-là qui étaient beaucoup plus apparentes que maintenant. Parce que, bon, je dirais clairement, les rivalités sont toujours là. Maintenant, on est plus dans une image plus lisse, plus proprette, plus politiquement correcte. À l'époque, on se souvient notamment de la rivalité entre Ayrton Senna et Alain Prost. C'était quasi un feuilleton en soi. Ce qui a été exceptionnel, c'est d'avoir deux pilotes de champions de ce niveau-là, réunis dans la même équipe et donc à armes égales, ce qui a évidemment exacerbé la rivalité à un certain moment, parce qu'ils étaient tous les deux très intelligents, ils savaient tous les deux qu'ils pouvaient aussi se tirer vers le haut quelque part par une émulation, tant qu'elle restait saine, mais bon, assez vite, par la force des choses, hein, ils ont gagné 15 des 16 Grands Prix en 1988, et puis voilà, dans la foulée, il y a eu des frictions, il y a eu des tensions, mais ça a fait aussi la grandeur de leur course et de leur palmarès à l'époque. Voilà, c'était un peu une relation amour-haine, mais je crois qu'il y avait un réel respect entre les deux, mais ils se sont détestés, ou en tout cas dans le chef de Prost, et on le ressent aussi très bien dans le film sur Senna. Mais ils s'étaient heureusement, je vais dire, réconciliés avant. Non pas, on se souvient tous du message qu'a adressé Senna à Alain Prost sur quelques minutes avant de se tuer. Quelques heures, oui, voilà, oui, ça avait été enregistré, je pense. Oui, c'est ça. Merci Pierre. Mais ce qu'il y a, c'est que le dernier Grand Prix de l'année 93, je pense qu'ils s'étaient retrouvés sur le podium et qu'ils s'étaient serré la main et ils avaient enterré l'âge de guerre à ce moment-là. Oui, c'était assez émouvant dans le sens où, déjà, quand Alain a annoncé sa retraite et qu'il ne voulait pas poursuivre sa carrière parce qu'il ne voulait plus affronter Senna dans la même équipe. Or, Williams recrutait Senna pour 94. Alain a dit, dans ces conditions-là, je préfère arrêter. Il avait encore un an de contrat. Williams l'a payé, d'ailleurs. Mais Alain, voilà, il voulait plus, il n'avait plus l'énergie pour rééditer ce duel. Et donc, en fin de saison, Alain était champion du monde. Donc, il n'avait plus rien à gagner quelque part. Donc, il a fini un peu en roue libre. Ayrton a gagné les 2 derniers Grands Prix, au Japon, en Australie. Et déjà, là, on sent que la glace fond. Et puis, il y a un geste, effectivement, assez symbolique d'Ayrton sur le podium à Adélaïde, en demandant à Alain de monter sur la première marche avec lui pour qu'ils soient réunis sur la première marche. Et puis, tout de suite après, on a vu dans notamment l'interview de conférence de presse qui a suivi, etc., ils étaient presque complices, ils rigolaient, ils se moquaient de Ron Dennis, etc. Moi, je les ai revus ensemble cet hiver-là à Bercy pour le Master de karting organisé par Philippe Streiff à Paris, et ils étaient comme des larrons en foire, quoi. C'était vraiment, vraiment des retrouvailles de potache, j'ai envie de dire. Ouais. Et voilà, et quelque part, Alain est devenu un confident d'Ayrton dans les derniers mois, les dernières semaines de sa vie, parce que voilà, il découvrait ce nouvel environnement chez Williams et il était un peu déstabilisé. Le seul qui pouvait vraiment le comprendre, c'est Alain Prost. On va revenir à évidemment Ayrton Senna dans quelques minutes. On va faire une pause. DH Radio.